Bonjour à tous pour cette nouvelle séance du séminaire et du cycle Crise civilisationnelle contemporaine. Et nous allons aujourd'hui aborder, je vais revenir là-dessus, avec Antoine Garapon sur la question de la justice digitale avec un bandeau que j'avais oublié dans son livre quand je l'ai lu. Accepteriez-vous d'être jugé par des algorithmes? Bon, nous allons nous coltiner ce sujet-là. La question du sujet humain hante les temps dits modernes. Qu'il soit pris, ce sujet, dans les embrouillamini identitaires, la vacuité citoyenne, ou écrasé sous un processus envahissant de réification, de chosification, par l'emprise d'une pensée d'administration et d'une pensée de communication qui ont pris la place de la pensée politique, ainsi que par les instruments techniques innovants qu'elles accaparent à leur mauvaise disposition. Mais encore, ce sujet humain peut être par ailleurs étouffé là où il rêverait sa chance. Étouffé, par exemple, dans un psychologisme surplombant, de se mettre en position de savoir, par un comportementalisme objectivant, par une psychiatrie inventorielle et médicamenteuse qui n'ont, comme ils aiment et osent le pérorer, rien à voir avec la psychanalyse, dont l'éthique principielle, elle, attribue au sujet souffrant lui-même le chemin de sa vérité profonde vers sa contingence et son unicité. Un travail d'accès qui est accompagné dans la cure par le clinicien plutôt qu'on lui assène des interprétations préformatées qui le font taire. À cette exception près, le sujet, dans la pluralité des champs sémantiques, politiques, philosophiques, anthropologiques et cliniques, dans lesquels il circule comme nom, a peu de chance pour lui. S'il hante les paradigmes philosophiques et psychoéthiques des temps dits modernes, le sujet n'est pas pour autant une invention moderne. Il est le fruit d'un travail de longue durée. Il est angésine dans l'Antiquité gréco-latine tardive, chez Plotin, Porphyre, Augustin. N'est pas l'invention de l'unique Descartes, ainsi que nous en a éclairé Alain de Libera dans son archéologie du sujet. Comme de même, il est séminal dans la question du libre arbitre humain coexistant avec l'omniscience divine dans la tradition juive, dont le défi de l'aporie apparente est sondé par Maïmonide, Gershonide, Crescas, comme l'a étudié et transmis Yvonne Krigier dans son ouvrage À la limite de Dieu. Peut-être est-il déjà en fait inscrit séminalement par défaut dans le « Où es-tu » des premiers moments de Béréchit. Mais là, je m'aventure sur les chemins d'Armand Abécassis qui va me tirer les oreilles. Un travail de longue durée donc, fruit des déplacements, de transformations et de refondation de tout un réseau sémantique balisé de notions disparates et voisines, se chevauchant, s'ombrageant, s'excluant. Sujet donc, mais aussi agent, acteur, auteur, individu, personne, ou je, moi, self, ou égoïté, conscience, passion, hypostase, etc. Il émerge dans un balbutiement constant, dans le clair-obscur des chemins de la philosophie. Leibniz, Locke, Swift, Kant, Hegel, les scolastiques, les moralistes, les philosophes des Lumières, les romantiques. Jusqu'à ce temps de réaménagement de fond en comble freudien qui le décèle et le déplace. Sujet divisé entre le su et le non-su de soi, et en même temps fait d'une singularité sur laquelle ne pas céder. Il y a quelques années, la psychiatrie, dans ses meilleurs réaménagements humanistes, s'est trouvée en but aux logiques de la rationalisation instrumentale que lui imposait le couplage du management productif et de l'obsessionnalité bureaucratique avec ses questionnaires nosographiques, les courbes d'efficacité productive dessinées depuis les alignements de ces cases à cocher. J'y faisais allusion il y a un instant.
Depuis quelque temps, l'affaire envahit via les dispositifs digitaux la pratique du droit et l'exercice judiciaire. Que la psychiatrie et le droit soient attaqués comme art, que la loi soit petit à petit remplacée par la règle normative, que le pacte soit défait par le contractuel, constituent de mauvais signaux alarmants d'un enfermement subreptice dont Alexis de Tocqueville avait eu le pressentiment ou la prémonition dès son moment séminal dans l'établissement des régimes démocratiques, qui s'annonçait en devenir de masse. Il lui donnait un nom, celui de despotisme doux. Au-dessus des citoyens, je cite Tocqueville, s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leur plaisir, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? Et il ajoutera, j'ai toujours cru que cette sorte de servitude réglée pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre de la souveraineté du peuple. Bien avant Tocqueville, notre frère d'esprit et d'âme par-dessus les siècles, Étienne de la Boétie, qui souhaita mourir dans la religion que Moïse établit en pays de Canaan, selon le témoignage de Montaigne, avait pointé, plus désenchanté qu'accusateur, la complicité avec laquelle les populations cédaient à une servitude qu'il disait volontaire, faute de disposer des syntagmes ultérieurs pour dire qu'elle était de jouissance éhontée. Et maintenant, cette fois, bien après Tocqueville, nous voyons comment les complaisances au management technique, les illusions technicistes et les mirages digitaux empoisonnés de fausses promesses viennent en ressources omnipotentes pour accomplir au principe d'une rationalité managériale un emmurement, un engrillagement des sujets humains dont Tocqueville ne pouvait pas disposer des éléments de figuration. Une rétrogradation funeste, comme aurait pu dire Diderot, vient au jour. Un renversement en épouvante s'y produit, celui de la formule prometteuse saint-simonienne, passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses, mais où les hommes sont devenus les choses. Dans notre cycle dévolu aux crises civilisationnelles contemporaines, nous priorisons l'attention aux manifestations délétères, aux déliaisons morbides, par nécessité de faire contrepoids au contresens qui a fait du Léviathan obétien la seule figure allégorique mortifère étendant son manteau de nuit sur la société civile. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de vigilance convocable sur les manifestations du Léviathan dans nos sociétés contemporaines, sur les paramétrages qui s'établissent comme un filet contre la possibilité du sujet humain. De même que les forces de destructivité s'amplifient, comme nous nous démenons à le faire entendre, ici même, les forces de l'oppression et de la domestication s'étendent. Elles asservissent les corps, les effacent ou bien les déchiquettent. Elles démettent le travail de culture, le Kulturarbeit freudien, qui avait œuvré au déroulé des siècles au passage de la créature à l'hypothèse du sujet, pour précipiter celui-ci dans le fossé de la chose, en déchet anticipé de ce qu'il aurait à advenir et qui semble en cours d'être loupé. Pour nous informer, nous éclairer, nous alerter sur ce qui se passe du côté du droit, et selon le titre de l'ouvrage qu'il a publié il y a peu avec Jean Lassègue, Justice digitale, nous recevons donc aujourd'hui Antoine Garapon. Antoine Garapon est magistrat honoraire,
Après ses études à l'École nationale de la magistrature, il est nommé juge des enfants pendant plusieurs années, une dizaine, il me semble. Il sera encore maître de conférences à l'École nationale de la magistrature, puis pendant de très nombreuses années, il a été le secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Il enseigne aujourd'hui à Sciences Po. Il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il dirige la collection Bien commun aux éditions Michalon et anime une émission hebdomadaire sur France Culture, Matière à penser. Il est également membre de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Enfin, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le gardien des promesses, Justice et démocratie, chez Odile Jacob, Bien jugé, Essai sur le rituel judiciaire, chez le même éditeur, Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner, toujours chez Odile Jacob, et donc, pour sa plus récente publication, La justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique au PUF, avec Jean Lassalle. Le thème de sa conférence, un sujet sans médiation. Je lui laisse la parole. Nous t'écoutons, Antoine. Merci beaucoup Gérard pour cette présentation, merci pour cette invitation aussi, ça me fait, comme tu le sais, très plaisir d'être parmi vous ce soir, l'Institut Emmanuel Lévinas, comment ne pas se réjouir de continuer cette discussion que moi personnellement j'ai vécue d'ailleurs à travers Ricoeur dont j'étais proche. Alors, un sujet sans médiation, je commencerai par dire deux mots sur l'hypothèse que nous travaillons avec Jean Lassalle, l'hypothèse qui était dans le sous-titre d'ailleurs de notre livre sur la justice digitale, c'est l'hypothèse que nous vivons une période de grande transformation, très profonde, et c'est déjà tout un sujet d'essayer de localiser cette transformation. Et nous voyons que dans le numérique, la transformation numérique, nous voyons une nouvelle écriture. Et donc, c'est d'où le nom de révolution graphique. Et si on regarde dans l'histoire, depuis 53 siècles qu'existe l'écriture, qu'a été inventée l'écriture en Mésopotamie, eh bien, il n'y en a pas eu tant que ça, des révolutions de l'écriture. Et à chaque fois, elles ont été des moments absolument considérables de bouleversements d'ailleurs qui ont pris chacun des siècles. Parce que l'écriture, c'est une médiation au monde. C'est même une médiation privilégiée au monde, toujours aujourd'hui. Et donc, l'écriture informatique, elle a pour caractéristique qu'elle s'applique comme des règles de réécriture à tous les objets possibles du monde, surmontant la différence des espèces, la barrière des espèces, et j'y reviendrai dans un instant. Et c'est pour ça qu'elle perturbe, elle bouleverse le rapport au monde et donc le symbolique. Le symbolique entendu, et c'est Jean Lassalle est un épistémologue, il a fait sa thèse sur Turing, c'est un philosophe des mathématiques, une grande sensibilité anthropologique aussi, mais donc c'est l'épistémologie. Et moi, en tant que juriste, on s'est retrouvé dans la lecture de Cassirer, de la lecture d'Ernst Cassirer, qui est pour nous le philosophe qu'il faut lire aujourd'hui pour comprendre ce qui nous arrive et pour décrypter philosophiquement, intellectuellement cette révolution graphique. Et ce que dit Cassirer, c'est une manière de comprendre le monde à travers ces médiations symboliques, à travers ces différentes médiations symboliques que sont le mythe, la religion, l'art, le langage, la science, le droit. Et le numérique est venu disjoindre très profondément la valeur des signes qui auparavant étaient compris de manière élaborée collectivement, socialement et politiquement. Eh bien aujourd'hui, ils vont avoir une valeur en eux-mêmes et ces règles de réécriture vont en quelque sorte
produire une matière, et une matière qui va être extraordinairement féconde pour comprendre à nouveau le monde et comprendre le sujet aussi qui fait partie du monde. Et donc, je commencerai une première partie pour comprendre, et j'emploie ce terme emprunté à Foucault, pour comprendre le numérique comme une forme de vérité, une manière d'établir la vérité, et bien sûr la vérité du sujet. Mais une manière qui va être, comme toujours, et ça Cassirer nous l'apprend, qui va être, il n'y a pas de rupture qui soit absolument radicale et totale. Il y a toujours, la rupture, c'est toujours une reformulation, une continuation de ce qui existait déjà, son exaspération, et en même temps quelque chose qui a changé. Et pour Cassirer, il dit, par exemple, il y a toujours une présence du mythe dans la science, du mythe dans le langage, et il y a une compénétration des différentes formes symboliques. Et donc, je vais essayer de montrer ça d'abord en comprenant comment fonctionne, à partir d'exemples concrets, cette nouvelle forme du dire vrai, cette forme de vérité du sujet. Et puis ensuite, deuxième partie, eh bien, je m'intéresserai en quoi cette nouvelle forme de vérité bouleverse le rapport aux institutions et le rapport au sujet, et en quoi elle établit un nouvel art de gouverner qui est extraordinairement ambitieux et qui est surtout très avancé aujourd'hui. Et donc, nous sommes en quelque sorte toujours à rattraper des pratiques qui sont en avance sur leur conceptualisation. On pourrait dire que c'est peut-être ça d'ailleurs qui caractérise notre époque, c'est d'avoir à courir après des nouveautés et d'essayer de les comprendre, de les conceptualiser, alors que jusqu'à une époque récente, on avait l'impression que c'est à travers des grands récits, le récit chrétien, le récit judéo-chrétien bien sûr, le récit politique et les messianismes politiques dont on sait tout ce qu'ils devaient au monde judéo-chrétien, et il y avait une volonté, une ambition de programmer l'histoire et d'attendre un dénouement de l'histoire. On est dans une période complètement différente et extrêmement troublante. Alors, premièrement, le numérique, c'est une nouvelle forme du dire vrai, de révéler la vérité, de ne pas la révéler, justement, de l'extirper du réel. Et ça passe par une mise en pièces du sujet, ou plus exactement, une mise en signe du sujet. C'est-à-dire par cette entreprise dont la technique et le numérique nous donnent les clés, la possibilité de comprendre un monde sans passer par les catégories habituelles et les conventions sociales, la manière dont nous avions mis le monde en sens jusqu'ici et en catégorie jusqu'ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis assez pas sceptique, mais je me garderais bien d'employer trop vite des termes qui passent à l'explication, à l'interprétation, à la critique, avant d'avoir bien vu comment ce système fonctionnait. Et donc dire on est rentré dans un capitalisme de surveillance. Prenons le temps de regarder ce qui passe. Par exemple, quand on parle de panoptique, le panoptique de Foucault, je crois que ça ne marche pas, parce que le panoptique, c'était la volonté de contrôler l'intériorité des sujets. C'était un savoir psychiatrique, médico-social, une orthopédie sociale. Et en quelque sorte, là, on pourrait dire que, Foucault le disait d'ailleurs, il disait le délinquant, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui résiste à l'ordre établi, et ce savoir médico-social va
transformer le rebelle en délinquant, c'est-à-dire quelqu'un qui répond à un savoir sur l'inadaptation sociale, sur la maladie mentale, sur les déterminismes sociaux, familiaux, etc. Et d'ailleurs, toute l'entreprise, toute la machine judiciaire, et notamment la prison, était chargée d'opérer cette transformation du rebelle en délinquant. Et le renversement de l'histoire aujourd'hui avec le terrorisme islamiste, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on assiste au processus inverse et rentrent en prison des véritables délinquants, des dealers de drogue, des braqueurs, des gens qui n'ont pas une idéologie particulière, qui vont se radicaliser en prison, qui vont en sortir comme des opposants politiques et des opposants politiques violents. Bon, fermez la parenthèse. Mais on est dans un contexte tout à fait nouveau qui ne répond ni à la surveillance ou à la sous-veillance, ni à l'idée du panoptique, qui est un contrôle par l'extériorité, de l'extériorité, et non plus un contrôle de l'intériorité. Si on prend l'exemple de la biométrie, qui est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement utilisé en même temps qu'extrêmement inquiétant d'ailleurs, hein, extrêmement inquiétant parce que c'est voilà, je me souviens j'ai un ami qui travaille dans le renseignement qui m'a montré comment il travaillait, justement, puisqu'on parlait de Daesh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette exécution épouvantable du pilote jordanien dans une cage de fer, brûlé vif. Bon, et on l'a promené dans une sorte de cortège avant qu'il arrive au lieu de son exécution. Eh bien, Daesh produit ce film des foules enthousiastes à l'idée de l'exécution. Eh bien, grâce aux techniques de biométrie et de reconnaissance faciale, les services ont l'intégralité de toutes les personnes qui étaient là, leur identification, ce qui a permis d'ailleurs d'en retrouver un à Caen quelques années après. Et donc, c'est intéressant, j'y reviendrai, parce que ça montre qu'à travers la biométrie, on est dans un tout autre monde. Donc, c'est une technologie d'identification, d'authentification qui consiste à transformer une caractéristique biologique, morphologique, comportementale en une empreinte numérique. Et son objectif est de pouvoir attester de l'unicité d'une personne à partir de la mesure d'une partie inchangeable ou immaîtrisable de son corps. Et aujourd'hui, on pourrait ajouter aussi par l'identification de gestes. Et c'est très intéressant cette question du geste parce que le geste va être en quelque sorte détaché du corps. Il y a des logiciels assez performants d'ailleurs qui montrent qu'on n'a pas la même attitude corporelle quand on se promène dans la rue, qu'on flâne, qu'on se rend au travail, que l'on regarde les voitures qu'on pourrait fracturer pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur ou pour agresser des femmes ou des promeneurs solitaires. On n'a pas la même attitude et donc quand la régularité de ces gestes font qu'aujourd'hui, les Chinois, dans des endroits particuliers, notamment auprès des gares, vont appliquer des logiciels différents pour repérer au comportement, à cette gestualité tout à fait particulière de quelqu'un qui cherche à s'attaquer à des voitures. Dans des quartiers isolés bourgeois, ils font la même chose pour les cambriolages. Dans des quartiers isolés, ils font la même chose pour la protection des femmes qui rentrent chez elles la nuit. Et à chaque fois, les gestes sont différents. Et on va pouvoir repérer un comportement anormal, regarder le visage. On arrive maintenant d'ailleurs à avoir des logiciels de reconnaissance morphologique comment dirais-je, à la taille, à la corpulence, à la manière de marcher, bref, et puis de l'identifier et d'intervenir avant pour que le crime ne se produise pas. Donc, une biométrie qui marche, alors comme toujours dans le numérique, qui ne marche pas aussi bien qu'elle le prétend, mais qui peut donner des résultats et qui est très intéressant parce que
qui est très intéressant comme technique, parce que c'est une manière en fait de comprendre un monde qui n'est plus un monde qui est spatialisé par les territoires. J'ai oublié de dire que l'hypothèse sur laquelle on travaille, le livre auquel qu'on est en train de terminer avec Jean, qui est le tome 2 de Justice digitale, dont je vais parler ce soir, c'est un livre qui repose entièrement sur l'hypothèse d'une déspatialisation par le numérique, en disant la grande nouveauté qu'on a toujours du mal à comprendre d'ailleurs, c'est que le numérique nous fait sortir de l'espace et prétend, en sortant de l'espace et par un combinatoire de signes appropriés et particulièrement performant, va pouvoir se poser en alternative à l'espace. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cyberespace. Il n'y a pas de cyberespace. C'est pour nous, on ne fait rien dans le cyberespace. Par contre, on agit sur l'espace de la perception, l'espace vécu, par le recours à quelque chose de déspatialisé. Alors, les Américains ont compris très tôt d'ailleurs qu'à travers le concept de smart border, c'est-à-dire de frontières intelligentes, la smart border, c'est une manière de comprendre qu'il n'y a plus tellement de frontières et qu'en raison de la circulation des personnes, eh bien, chaque personne est à elle-même sa propre frontière. Elle peut constituer un danger, comme elle peut être une personne à protéger. Et donc, il faut pouvoir assurer une sécurité et assurer un ordre public dégagé ayant passé cette idée de la frontière. Si le terroriste est comme un poisson dans l'eau, si le propre du terroriste, c'est précisément de jouer de l'indiscrimination de l'espace commun, puisqu'il a le visage de monsieur tout le monde, il opère une sorte de stratégie de l'indiscrimination, eh bien, la véritable réponse consiste à penser des modèles de sécurité à la personne, à la circulation, aux données biométriques, et non plus à la protection exclusive des frontières. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette biométrie? Elle va procéder de manière absolument anormative, ça je reviendrai dans un instant, c'est-à-dire qu'elle prend un espace et bon, j'y reviendrai dans le propos des logiciels de prédiction du crime, mais surtout l'identité, c'est une identité idem, c'est l'invariant, c'est une identité identifiante, recherchant les invariants, et c'est tout à fait, je pense au fameux texte de Paul Ricoeur, dans lequel il disait, l'identité, c'est deux choses. L'identité, c'est l'identité idem, c'est mes composantes biochimiques, c'est effectivement des choses qui sont invariantes de mon corps. C'est la mêmeté, disait-il, et ça s'oppose à l'identité idem, identité comme une fidélité à soi, identité comme une promesse faite à soi-même, comme une affiliation, comme la volonté de se rapprocher de cette promesse pour être soi-même. D'où le titre d'ailleurs de son livre, Soi-même comme un autre. C'est la thèse, une des grandes thèses de Ricoeur. On pourrait dire que cette distance entre l'identité idem, ce que je suis, mes données biométriques, l'iris, mon iris ne va pas changer au cours de ma vie. Je peux essayer de mettre maintenant des tas de choses, mais ils sont facilement déjouables. Et on pourrait dire que cette tension entre l'identité idem et l'identité ipsée, c'est ce qui fait un homme, c'est ce qui le spatialise, on pourrait dire, en mettant une distance à l'intérieur de lui-même et en faisant que sa vie sera une manière
de concilier ces différentes identités. On peut penser aux deux topiques freudiennes, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Quand on représente le sujet par une topique, on le spatialise. On estime qu'il y a cette tension entre le moi, le surmoi, et puis ensuite le ça. Et à chaque fois, il y a une représentation du sujet comme un espace, et comme un espace qui est difficilement combinable, conciliable, réconciliable peut-être, mais pour la biométrie, non, il y a des invariants, il y a des atomes finalement, c'est une sorte de néo-atomisme. Il y a des atomes qui circulent et dont il faut contrôler la circulation, dont il faut comprendre le comportement, peut-être même avant qu'eux-mêmes ne le comprennent. Ce qui m'amène à une autre chose qui m'intéresse beaucoup, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui est très intéressante, qui a valeur paradigmatique pour moi, c'est l'étude qui a été faite par Kosinski et Wang, qui sont deux chercheurs de Stanford, qui a été publiée en 2017, et qui ont fait comment dirais-je, ce logiciel ayant recours à l'intelligence artificielle, au deep learning, qui peut déterminer l'orientation sexuelle selon le visage des étudiants. Et donc, ils ont pris des étudiants de Stanford, et puis, alors déjà, ça représente un certain biais, et ils ont montré que ce qui est le grand mantra de la biométrie et du numérique tout entier, c'est les logiciels sont plus précis que nous. Les logiciels en savent plus que nous, forme de vérité. Ça veut dire que, eh bien, quand ils disent ils en savent plus que nous, ils en savent peut-être même plus que le sujet lui-même sur son orientation sexuelle. Et donc, ils proposent cet article qui va faire grand bruit en 2017, et grand bruit dans lequel ils vont expliquer de manière assez, comment dirais-je, assez tordue, mais ça je vais le détailler un petit peu. Et alors, c'était, comme toujours, The Economist a réagi le premier, en titrant son article « Nowhere to hide, what machines can tell from your face ». Vous ne pouvez plus vous cacher. Il n'y a plus d'asile, dirait Lévinas, dans le monde. On sait où vous êtes, on sait qui vous êtes. Et on le sait parce que les machines pourront le dire en regardant votre visage. Visage, lieu de la reconnaissance, toujours pour Lévinas, c'est-à-dire le visage n'est plus le lieu de la reconnaissance, le visage est le lieu de l'identification et de l'identification biométrique. On peut d'ailleurs se demander s'il n'y a pas une résurgence de la physiognonomie, c'est-à-dire qui était quand même quelque chose qu'on croyait dépasser, c'est-à-dire en fonction de votre visage, je vais pouvoir déterminer l'orientation sexuelle. Une sorte de logiciel guédard, c'est-à-dire de la capacité des individus à reconnaître, notamment les homosexuels entre eux, de reconnaître une contraction de guet et de radar, de reconnaître qui est homosexuel. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est en plus de ce logiciel, il y a une dimension supplémentaire et que je trouve personnellement très troublante, c'est qu'ils disent, mais pour expliquer cette reconnaissance faciale par la machine, alors c'est de la reconnaissance faciale, donc c'est de la distance du nez, des yeux, la taille des mâchoires, etc., les techniques de reconnaissance faciale. Ils passent par la théorie de l'exposition prénatale aux hormones, la fameuse Prenatal Hormone Theory, PHT, c'est-à-dire il y aurait une détermination biochimique dans les hormones antérieures à la naissance qui est bien sûr irréversible, qui déterminerait pendant la gestation la taille de la mâchoire, la pilosité, la couleur de la peau, etc. Théorie qu'on va retrouver d'ailleurs à propos du crime.
aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Mais alors, vous voyez, ça ajoute beaucoup à la perplexité parce que la détermination de l'orientation sexuelle, donc de l'intimité la plus profonde d'un individu, de ses attirances, de ce qui le fait vibrer, est détectable à partir de son extériorité, et on passe directement de son extériorité à la génétique et à des données, encore une fois, biologiques. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir que dans ce raisonnement, on va de l'extérieur au très intérieur sans passer par un sujet parlant, sans passer par un sujet de l'identité ipsée, de celui qui cherche à se ressembler à ce qu'il aimerait être. On est très très loin du contrôle de l'intériorité. Et alors, ce qui rend encore plus perplexe, c'est dans cet article qui a fait grand bruit, comme vous l'imaginez, Kosinski et Wang ont dit oui, mais attention, c'est très dangereux. Ce qu'on dit là est très dangereux. Et donc, ils se positionnent à la fois comme ceux qui annoncent cette prouesse scientifique, qui tentent de l'expliquer et qui se situent comme lanceur d'alerte en quelque sorte. Attitude qu'on va retrouver souvent chez les GAFAM. C'est-à-dire ce cumul des rôles, on pourra en dire un mot, parce que ce cumul des rôles est très intéressant, parce que si la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, c'est cette dissociation du savoir et du pouvoir, dirait Claude Lefort, c'est ce lieu vide de la loi, et bien là on a dans cette nouvelle forme de vérité, une confusion incessante des rôles et notamment du savoir, et d'un savoir qui se méfie de lui-même et d'un savoir qui ne prétend pas d'ailleurs avoir immédiatement d'application. Alors, donc, les machines prédictives, je vais m'arrêter un instant sur les machines qui prédisent le crime. Alors, c'est intéressant comment elles se sont développées. Elles se sont développées en empruntant des algorithmes d'un physicien français, d'ailleurs, David Marsan, physicien à Chambéry, spécialiste des séismes, c'est-à-dire du comportement de la Terre. Et Marsan a fait un algorithme qui est très pointu, parce que on peut difficilement prévoir les séismes, mais quelque chose qu'on peut plus facilement prédire, ce sont les répliques du séisme. Et les répliques qui sont très meurtrières, et donc c'est des décisions qui sont extrêmement importantes, d'ailleurs, qui pèsent sur les épaules des modélisateurs de la sismologie, c'est parce qu'ils doivent dire si on évacue un quartier de 50 000 habitants ou pas, et donc s'ils se trompent, les gens meurent, s'ils ne se trompent pas, il faut peut-être bouleverser la vie de gens pour rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va comprendre l'humain. Alors, et finalement, on a remarqué que pour les crimes, c'est un peu la même chose. Pour les crimes, c'est difficile de prévoir le premier cambriolage, mais une fois qu'on a un cambriolage, on sait qu'il va répliquer beaucoup, et dans un quartier qui est proche. Et donc, il y a cette idée prise par des développeurs et des startups américaines, se dire on va appliquer à la ville de Los Angeles, par exemple, on va adapter ce logiciel sur les séismes pour en faire un logiciel de détection des futurs crimes une fois qu'il y en a eu un. C'est la même chose pour les meurtres, les homicides, pour les viols, c'est quelque chose qu'on a remarqué, que les criminels vont remarquer. Et donc, il y a
Alors donc, il va y avoir un raisonnement, je ne vais pas trop insister, je ne voudrais pas être trop long, mais il y a un raisonnement sur lequel j'attire un peu votre attention parce qu'il est très révélateur. Il est très révélateur de ce que ce combinatoire de signes, ces algorithmes qui vont découper finalement le comportement humain entre ses iris, les gestuels, les gènes, etc., la face, le visage, sont des éléments. Ils vont réduire, mettre en pièces le sujet, mais le mettre en signes surtout. En signes qui vont ensuite pouvoir être codés et étant codés, qui vont pouvoir être combinés, qui vont pouvoir être fouillés et qui vont pouvoir faire dire quelque chose à la nature humaine en partant du comportement de la nature tout court. Ce qui n'est pas le moindre des nouveautés, avec là aussi, on décompose le réel, terre et nature et culture indifférenciées, homme et objet indifférenciés, identité biologique et comportement social, on l'a vu, indifférencié, dans lequel on va aussi assimiler les machines, dépasser l'opposition mécanique, organisme, hein, vieille distinction kantienne, hein, la mécanique qui reproduit, l'organisme qui crée. Et là, toutes ces catégories sont enjambées, et tout ça va fonctionner en disant on va décomposer le réel, encore une fois mélangeant toutes ces données, parce que le numérique c'est un équivalent général, ça joue le rôle d'un équivalent général, et on va pouvoir recomposer, et en recomposant, on va trouver des tas de choses. On va trouver des correspondances subtiles, des corrélations invisibles et qui vont permettre d'agir sur le réel. Et donc, il faut, et ça c'est une démarche scientifique qui n'est pas du tout condamnable d'ailleurs, il faut mettre à l'écart toutes les représentations idéologiques, toute la culture pour se concentrer sur les signes eux-mêmes, pour leur faire dire des choses que la nature aurait, que la culture aurait trouvé intolérables. C'est comme ça qu'on a trouvé l'aspirine, qui n'était pas le mal de tête, n'est pas une punition de Dieu, non, c'est une conséquence des insuffisances rénales, etc. Bon, et cette démarche, elle est radicalisée par le numérique, elle est radicalisée parce que le numérique a beaucoup à voir avec le sacré, mais je pas rentrer dedans, mais beaucoup à voir parce que on va ratisser sans aucun a priori dans une anormativité absolue les corrélations que l'on trouve dans nos machines, de façon à pouvoir les exploiter, les exploiter ensuite et les faire parler. En d'autres termes, l'idée d'une observation systématique du réel tel que transcodé par des signes, ça peut servir à la surveillance politique, mais c'est la méthode même pour faire parler le réel. Et donc, c'est ce qu'on va appliquer, pour la prédiction du crime, en se servant de données qui sont de toute nature. Et plus les machines sont sophistiquées, plus on va trouver ce qui pose des problèmes d'ailleurs. Plus on va trouver de variables. On va trouver énormément de variables, des variables inattendues. Alors, on va faire la même chose pour prédire la récidive. Ça, c'est un peu différent parce qu'on se concentre sur des personnes et donc il y a un logiciel très célèbre dans le milieu des juristes, Compass, qui va, on va dire au juge, je schématise un petit peu, mais pas tant que ça, on va dire au juge, écoutez, voilà, vous avez quelqu'un qui va comparaître devant vous parce qu'il a commis une agression, vous allez juger son agression, mais surtout, on va lui remplir une machine à 130, 140 entrées, sur des questions qu'on lui pose, sur des données objectives, ce qui va sortir un score de récidive. Et il faudra tenir compte de ce score de récidive pour savoir si on le met en détention ou si on le remet en liberté.
Euh, et pourquoi? Parce que le score va déterminer si cette personne est dangereuse, si elle est susceptible de recommencer. Alors, je pense, et c'est l'ancien juge qui parle, ayant été longtemps juge, notamment juge des enfants, cette dimension dynamique, interactive de la justice comme une promesse passée devant le juge, devant les travailleurs sociaux, devant ses parents, devant ses enfants, devant son épouse, etc. Cette dimension spécifiquement humaine de l'engagement disparaît complètement parce qu'il y a un déterminisme qui est analysé par les machines et dans le fond, il est totalement amoral, anormatif. Comme toutes les recherches épidémiologiques, si on cherche pas, on cherche à comprendre. Après, chacun jugera comme on l'entend. Et donc, ça veut dire que la présomption d'innocence disparaît au bénéfice de la suspicion généralisée. Ça veut dire qu'on va utiliser des méthodes panvasives, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas invasives, mais qui sont panvasives, qui vont prendre toutes les données. Et on va faire une prédiction pour chaque individu. Ça, c'est la grande nouveauté aussi. C'est-à-dire qu'il est possible de dire statistiquement les personnes qui, en fonction de leur âge, leur catégorie socio-professionnelle, les métiers qu'ils ont fait, etc., la probabilité qu'ils ont de développer un cancer du rein à 55 ans. Bon, ça, c'est tout à fait classique. Mais là, on va dire non, on peut prévoir ce que telle personne va faire ou a très grande chance de faire, de réaliser. Donc, c'est une prédiction individualisée. Ce qui va poser problème d'ailleurs parce que ça veut dire qu'on évacue la question du sens. On évacue la question, dans le fond, le passage à l'acte délinquant, la transgression, les rebelles dont parlait Foucault et dont je vous parlais un instant, elle manifeste un conflit, elle manifeste l'énigme de l'horreur du passage à l'acte. Pourquoi il a fait ça? Et cette question du sens, elle va être évacuée parce que c'est profondément, ce n'est pas la question des machines prédictives, c'est pas le sujet, vous l'aurez compris, qui est le sujet, qui est la question des machines prédictives, mais c'est l'anticipation, préemption du réel, un monde sans événements. Et donc, ça va avec, on l'a déjà abordé, ça passe avec l'idée d'une programmation génétique. Il y a une école qui est de plus en plus forte aux États-Unis, qui, comme beaucoup ne tardera pas à venir dans notre pays, qui est les théories biologiques du crime, qui recherchent l'origine du comportement criminel dans la génétique, dans tout ce qui est périgénétique, etc. Et donc, on dit oui, mais il y a des facteurs environnementaux quand même à la délinquance. Et la réponse qui montre le raisonnement circulaire, elle dit oui, mais une personne choisit son environnement en fonction de ses propensions génétiques. Et c'est un article très sérieux, d'ailleurs, qui est de maître d'une école. Donc, vous voyez à quel point la question de cette nouvelle forme de vérité, qui a toujours quelque chose avec la violence, mais ça, on n'a pas le temps de développer ça, mais cherche, en quelque sorte, elle prend acte d'une individualisation, d'un individualisme profond et grandissant de nos sociétés, et elle cherche à trouver une réponse calculatoire à l'incertitude de la signification du comportement ou des problèmes posés par ce comportement. Et elle va d'ailleurs, le propre de ces vérités particulières, ces vérités subjectives, elles vont atteindre l'idée même d'autorité épistémique. Alors, pour conclure cette première partie, vous voyez que
on est passé à autre chose par rapport à l'idéologie du management ou par rapport au déterminisme sociaux. On est dans une nouvelle forme de vérité. Et d'ailleurs, Foucault opposait, il appelait ça les liturgies de la vérité. Les liturgies de la vérité, c'était pour Foucault la manière dont une société créait comment dirais-je, des élaborations, des structurations du savoir de façon à pouvoir statuer sur la vérité d'un comportement, d'un événement. Et il opposait d'ailleurs les formes aléturgiques de la vérité aux formes de la parésia, du courage de la vérité, quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du prophétisme, c'est-à-dire de la démarche solitaire, indépendante, critique, qui révèle la vérité au-delà des institutions. Alors, on voit que, comment dirais-je, vous avez ressenti peut-être les différentes ruptures de cette nouvelle forme de vérité, même par rapport à ce que nous connaissions il y a 30 ans, même par rapport à la psychologie comportementaliste. C'est-à-dire que il y a toujours eu, bien sûr, ce rapport savoir-pouvoir, encore une fois, ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cet anti-humanisme radical, assumé, postulé, qui va jusqu'au bout et qui va d'ailleurs donner non seulement une vérité scientifique, mais une vérité scientifique d'un genre un peu particulier. Parce que on pourrait dire c'est cette science prédictive, ces politiques sécuritaires fondées sur des logiciels montrent à la fois une certaine efficacité, il ne faut pas le contester, en même temps qu'elles correspondent peut-être à une seconde mort du sujet, d'un sujet qui n'a plus d'emprise sur sa propre vie ou peu d'emprise sur sa propre vie, que ce soit par le langage, par ses engagements. Et il y a cette fascination qui dépasse la technique informatique de la programmation. Et donc, quand tu disais, d'ailleurs, Gérard, tu rappelais cette phrase de Tocqueville sur laquelle je vais revenir, on voit bien que Tocqueville avait vu juste, mais il n'avait pas pu anticiper et comprendre les présupposés techniques de sa prophétie, les présupposés techniques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, je le disais à l'instant, c'est que il y a s'accompagne de cette nouvelle technoscience, c'est pas vraiment de la science, c'est de la science et d'utilisation des algorithmes. Il y a une surabondance, c'est un des problèmes d'ailleurs de plus en plus de l'informatique. Un Londonien est filmé entre 25 et 30 fois entre le moment où il quitte sa maison et le moment où il regagne son lieu de travail à Londres, 30 fois dans un sens, 30 fois dans l'autre. Que deviennent ces images? On ne sait pas. Et dans le fond de la déspatialisation, ce n'est pas tellement la surveillance, c'est de ne pas savoir. Cette insécurisation profonde du territoire, parce que c'est vrai de tout, à commencer par la situation dans laquelle nous nous trouvons tous réunis par un support informatique. Que va devenir ce support? Où va-t-il aller? Est-ce qu'il va être utilisé pour une reconnaissance faciale? Par qui? Les Chinois. Alors, avec cette difficulté d'ailleurs typiquement politique, c'est que on sait que les Chinois ont dit-on, 600 millions de têtes d'Européens en fichier, opération qui est interdite à nous-mêmes pour nos propres visages pour des raisons de liberté publique, bien évidentes. Et la biométrie, tous ces logiciels fonctionnent par le matching, c'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde. Et ça veut dire que d'autres puissances que la nôtre ont une connaissance de la nature de celle que je viens de décrire
que nous n'avons pas nous-mêmes pour des raisons de liberté. Ce qui n'est pas sans poser de problème. Ce qui n'est pas sans poser de problème, comme vous l'imaginez. Alors, ce qui se passe, c'est que cette vérité, cette forme de vérité, est tellement décentralisée, est tellement surprenante, est tellement contradictoire. Comment rationaliser ces centaines de millions de photos qui sont prises tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois à Londres? Comment les conserver, comment les trier, comment les exploiter? Et ça s'accompagne par une disqualification de l'autorité scientifique, très surprenante. Une disqualification des autorités épistémiques qui caractérisent notre monde et qui est une conséquence de cette forme particulière et très localisée, localisée au sens mathématique du terme. C'est-à-dire qu'on convoque des données pour un environnement particulier, pour prédire une action particulière, et on n'est plus du tout dans les canons généraux de la science. Alors, deuxième partie, quid de la subjectivité? Quid de la subjectivité? Parce que là, j'ai parlé d'un démembrement, d'une sorte de démembrement numérique, mais il reste des sujets sur pied que nous sommes et qui, eux aussi, vont subir des transformations du fait de l'outil numérique. Première transformation, c'est cette capacité extraordinaire qu'offre le numérique de vivre hors de son corps. De vivre hors de son corps, ce que nous proposent les réseaux sociaux. C'est encore une fois, c'est un peu la situation que nous vivons là sur un écran. Des gens sont en Israël, d'autres en France, et nous sommes tous réunis sans nos corps, et pourtant nous sommes réunis. Et il est possible d'utiliser des pseudos, des avatars, tous les réseaux sociaux ne l'acceptent pas, mais c'est paradoxalement, ce sujet analysé, démembré, va être aussi un sujet qui n'aura jamais autant parlé, ne sera jamais autant exprimé, notamment sur les réseaux sociaux, par les mails, par les textos. Et avec j'attire votre attention là-dessus, je ne vais pas trop m'y attarder, mais avec cette distinction, cette séparation, cette dissociation entre la parole et l'action, entre le logos et la praxis. C'est-à-dire que on s'exprime beaucoup, on agit, pas beaucoup, agir au sens de l'action d'Hannah Arendt, c'est l'action politique, collective, agir ensemble dans un monde incertain, ça c'est... Et il y a même, d'ailleurs, la parole a cet usage particulier de se détacher du monde, au contraire, de se désolidariser de ce que fait le pouvoir. C'est-à-dire que cette dissociation entre le logos et la praxis fait de l'Internet une sorte d'industrie d'expressivité. D'industrie où nous allons, par nos comportements, parce que comme c'est un équivalent général, il ne prend pas que les textes, mais par nos comportements, par nos expressions, par toute la masse de signes que nous produisons, nous allons nourrir cette immense machine à brouter que sont les GAFAM, les réseaux sociaux, qui vont ensuite faire parler ces données. Et donc, un investissement tout à fait particulier dans la parole. Un investissement tout à fait particulier dans la parole, parce que c'est une drôle de parole. C'est une parole qui n'est pas interlocutoire la plupart du temps. Elle n'est pas toujours, mais très souvent, on parle, mais à qui parle-t-on quand on s'exprime sur un réseau social, quand on est suivi par 800 000 personnes? Que lorsque le président Trump quitte le 11 novembre Paris et qu'il envoie des tweets comme une personne privée, assez désobligeant pour Macron d'ailleurs, bon, et on demande au président de la République, mais qu'est-ce que vous pensez des tweets? Et Macron a cette réponse que je trouve assez maligne, il dit, mais était-il adressé à moi?
À qui s'adressait-il ces tweets? Au peuple américain, à sa femme, à ses enfants, à ses followers? Et il a répondu par un communiqué de l'Élysée. Et donc, la parole en soi, il ne suffit pas de composer ces signes linguistiques et de les disposer de manière langagière, grammaticale, non, et il en faut plus. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse parce que on assiste sur Internet comment dirais-je, à des effets qui sont assez inattendus, à des tempêtes sur les réseaux sociaux, absolument imprévisibles, elles, pour le coup, encore plus imprévisibles, même les machines de prédiction n'arrivent pas à les prédire. Et ce sont des tempêtes qui vont alors on pense bien sûr à MeToo, mais on pense aussi à Black Lives Matter, on pense à d'autres, à tout ce qu'on appelle le vigilantisme sur Internet, où on dénonce son voisin qui a mal garé sa voiture, ou de manière beaucoup plus dramatique, comme vous le savez, la guerre en Syrie a été la guerre de toute l'histoire de l'humanité la plus filmée, parce qu'elle a duré plus longtemps, parce qu'elle est née au moment des réseaux sociaux, et donc on dispose de millions de vidéos de cette guerre. Qui ont? Les GAFAM. Parce que une association qui a filmé, en partie les GAFAM d'ailleurs, parce qu'une association de militants syriens smart qui filmait de manière méthodique et qui a accumulé énormément des centaines de milliers de vidéos, et ces vidéos sont détenues, entretenues, et les seuls qui sont capables de les organiser, de les exploiter, ce sont Google, Facebook, ou Microsoft, qui ne sont pas des puissances publiques et qui ne répondent à personne finalement. Donc, on assiste à ces mouvements qui sont à la vérité très difficiles à interpréter, parce que j'imagine aussi que l'armée russe a ses vidéos, que les Syriens ont leurs vidéos, et puis qu'on arrive à cette ambivalence du signe qui est le summum du paradoxe finalement du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que vous savez que ces images, comme la voix d'ailleurs, depuis quelque temps, depuis 4-5 ans, on est capable de les imiter à la perfection, de manière indétectable. Alors, on est capable de créer des images fausses. Et donc, ça donne cette profusion considérable d'expressions, d'images, d'indignation, de colère, de sentiments moraux très, très divers et variés, mais qui sont déroutants. Si on prend l'exemple de sujet qui est fort débattu en ce moment, de la cancel culture, de cette culture de la proscription, on voit que les réseaux sociaux ont une capacité de mobilisation absolument extraordinaire, capacité de mobilisation qui produisent des effets sociaux considérables, mais tout à fait paradoxaux et tout à fait nouveaux, d'ailleurs, tout à fait nouveaux. Ces paroles, cette agrégation de la multitude sur les réseaux sociaux, constituent-ils des mouvements sociaux, des mouvements politiques? Ça reste à démontrer. Vous avez suivi comme moi l'affaire GameStop il y a 1 mois et demi, où des jeunes geeks se sont ligués pour faire tomber, ils ont réussi d'ailleurs pour certaines d'entre eux, des hedge funds en faisant une action de bourse, une sorte d'action concertée que personne n'a vu venir et qui a fait quoi? Pas grand-chose dans le fond, parce que il y a 2 hedge funds ont bu la tasse, et finalement les règles traditionnelles de la bourse d'ailleurs ont résisté, et
et donc, on est perplexe sur la signification de cette capacité d'action. Beaucoup de paroles, oui, des actions incertaines. Et s'il faut juger des actions comme celles des réseaux sociaux qui fondent sur une personne pour l'exclure, songeons à l'affaire Duhamel aujourd'hui, qui aurait osé parler de la présomption d'innocence de Duhamel, qui fonctionne comme une souillure antique. Tous les gens qui le connaissent doivent protester de ne pas l'avoir jamais rencontré ou de s'être détaché de lui. Bref, on voit bien qu'il y a une évolution là aussi très particulière. Une évolution très particulière dont on ne sait pas, à vrai dire, si ces mouvements sont progressistes ou au contraire régressifs. Je suis très favorable au mouvement MeToo pour des tas de raisons qui ne sont pas l'objet de notre rencontre ce soir. Je pense que c'est une libération extraordinaire de la parole. En tant que membre de la SIAZ, Gérard, tu rappelais que je participe activement et je me réjouis de ce qu'il y ait un plus grand nombre de moyens pour libérer la parole. Je pense que c'est tout à fait, c'est une occasion véritablement extraordinaire, inédite. Hein. Mais en même temps, on voit les débordements de ces actions. On voit une sorte de retour de l'archaïque, non pas pour MeToo, mais pour d'autres mouvements, de retour de l'archaïque, du tous contraint, avec d'ailleurs une impossibilité d'en sortir. La shame culture, la culture de la honte qui règne sur Internet, eh bien, comme par hasard, ses premières cibles sont des femmes, sont les mœurs des femmes. Hein, c'est la grossophobie, etc., etc. On voit aussi d'ailleurs, et vous le savez comme moi, c'est que dans un monde où on assiste à une telle surabondance, une telle profusion des signes et la faiblesse de plus en plus grande des institutions pour les interpréter ensemble, fait que le complotisme se porte bien et des gens peuvent se réunir et se réunir, et comme je pense à QAnon, ou pour QAnon, après l'affaire de la Pizzeria Gate, là, il y avait cette idée que, par exemple, cheese pizza, ça veut dire child pornography. Voilà. Donc, si Hillary Clinton prononçait le mot de cheese pizza, ça venait de Podesta, son chargé de communication, ça voulait dire child pornography. Ça veut dire le réseau mondial des pédophiles, etc. Et en vrai, c'est très intéressant parce qu'on retrouve l'alphabet, on retrouve les lettres, on retrouve finalement ce paradoxe que on multiplie les signes et que ces signes sont finalement, ils sont bien en avance sur notre capacité de les comprendre, et donc d'où des comportements magiques comme QAnon, initiatiques, d'où des phénomènes comme le terrorisme d'ailleurs, dans lesquels les jeunes vont se créer une sorte de compréhension mutuelle tout à fait particulière du monde, une sorte de néolitéralisme violent, au sens propre du terme, de néolitéralisme, c'est-à-dire, je pense au CP, cheese pizza et child pornography. Bref, des mouvements qu'on n'arrive pas encore très bien à comprendre et encore moins à endiguer. Alors, j'en arrive à essayer de comprendre maintenant politiquement cette réalité. Que devient le sujet ? Que devient la politique avec ce sujet ? Il y a un article, un excellent article que je saurais trop vous recommander, de Marc Ouniadi dans la revue Esprit. Je suis en totale contradiction d'intérêt parce que, étant membre et ayant publié Marc Ouniadi, j'en étais déjà convaincu de là. Et la théorie de Marc est la suivante. Il dit la grande nouveauté de l'informatique et de ces mondes dans lesquels le sujet évolue,
c'est que il a trouvé un instrument qui s'adresse directement et qui comble directement son désir. Et il parle de la loi de la commodité. Il dit, mais pourquoi est-ce que nous utilisons les instruments numériques? Pourquoi nous utilisons avec autant comment dirais-je, d'entrain, de zèle, tout en étant conscient de tous les dangers dont je viens de parler, nous continuons de nourrir les machines par une utilisation chaque jour plus grande et qui maintenant atteint pratiquement toute la Terre. Pourquoi? Parce que c'est plus commode, c'est plus confortable. D'abord, c'est plus, il y a un facteur temporel de rapidité, de réactivité. Et donc, finalement, dit-il, ce pouvoir de séduction massif, est fondamentalement de nature libidinale. Libidinale entendu au sens de l'adjectif de désir, pas en retirant ce monopole sexuel que lui donnait Freud, en disant c'est la libido au sens latin du terme, c'est-à-dire cette pulsion, cette pulsion, on pourrait dire l'affectio societatis, c'est le désir de faire société ensemble. Eh bien, il y a cette dimension d'adhésion libidinale des sujets, parce que, et c'est là où les choses vont se compliquer, c'est que finalement, ce qui est thématisé sous le terme du privacy paradox, le paradoxe de la vie privée, c'est que nous savons très bien, tous autant que nous sommes ici, les risques, l'exploitation qui va être faite de nos données, que nous continuons de donner consciencieusement, pas consciencieusement, consciemment, et parce que nous en tirons des bénéfices, comme d'utiliser Zoom, comme d'utiliser son portable, des bénéfices bien plus grands. Nous ne sommes pas du tout gênés dans le fond ou dans ce ratio entre les risques et le plaisir. Eh bien, nous ne sommes pas, nous choisissons le plaisir. Et à vrai dire, c'est plus profond que le plaisir. Et je trouve dans Simmel, comme ici comme ailleurs, quelque chose de formidable. Simmel dit la modernisation, c'est un déplacement de l'équilibre entre les principes universels, la tension universelle entre le mouvement et la permanence. On pourrait dire le mouvement et la transcendance d'ailleurs. Et le moderne choisit le mouvement et choisit ce mouvement au sens profond sociologique, c'est-à-dire qu'il explique comme ça la manière dont va circuler l'argent, et finalement il va trouver un substitut du transcendant dans une intensification de sa vie. Et combien aujourd'hui les gens veulent vivre deux vies en une, plusieurs familles en une vie, et cette intensité de la vie que donne Internet et que procure réellement, elle est tout à fait, comment dirais-je, il faut s'y arrêter, tout à fait intéressante, parce qu'elle fonctionne comme un amplificateur de la vie psychique. Un amplificateur de la vie psychique qui va satisfaire beaucoup plus que du plaisir immédiat de pouvoir appeler sa fille qui habite à l'autre bout du monde, non, qui va donner un sentiment de plénitude d'une vie, et d'une vie paradoxale, parce que c'est une vie qui va nous protéger du monde, qui va nous protéger de l'événement qui est de rencontrer le monde, de rencontrer l'autre. C'est-à-dire que il y a cette adhésion libidinale. Cette adhésion va nous faire baisser d'une curiosité de l'expérience directe du monde, et comment dirais-je, alors que le sujet va nous faire, c'est une expression, je vais essayer de la retrouver, c'est l'expression
Il dit, voilà, nous sommes devenus les fonctionnaires de notre propre confort. C'est-à-dire que nous sommes devenus, comme ce que redoutait Hannah Arendt, une société d'employés, mais d'employés à notre propre service, à nous. Alors, on pourrait faire un peu de, comment dirais-je, essayer de théoriser politiquement ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, et c'est toujours dans l'idée de rechercher ce décrochage qui s'est passé ces dernières décennies, et puis ces dernières années, à vrai dire, les réseaux sociaux, c'est 2004-2005, hein, c'est pas 20 ans, hein, et on voit l'importance que ça a pris dans nos vies. Alors, je pense, ce qui est une grande tendance de la philosophie politique, sur ce que disait déjà Polybe, mais ce que va bien sûr reprendre Montesquieu, et tradition dans laquelle, mon cher Gérard, s'inscrit Tocqueville. C'est cette idée que à chaque régime politique, un régime politique n'est pas compréhensible indépendamment du sentiment moral qui le sous-tend. Et donc, on sait que dans l'esprit des lois, la dictature génère la peur, la terreur, donc la peur, et il tient par la peur, et le jour où les gens n'ont plus peur, eh bien, la tyrannie tombe, toute seule, quasiment. C'est cette fameuse séance de la Convention, lorsque quelqu'un se lève vis-à-vis de Robespierre et conteste ce qu'a dit Robespierre, et Robespierre est foutu. Quelqu'un a osé se lever. Et pour la monarchie, c'est le sentiment de l'honneur, dit Montesquieu. Pour la République, c'est la vertu, parce qu'on n'est plus dans une forme, c'est la vertu, et la vertu de demander à chaque citoyen de se comporter comme quelqu'un qui va chercher l'intérêt général. Pour l'État libéral, on peut dire qu'il y a un attelage des sujets. Un attelage entre le sujet de droit, qui a des droits qu'il revendique, pour lesquels il s'est battu, pour lesquels beaucoup de ses ancêtres sont morts d'ailleurs, ont été tués. Et c'est un sujet de droit qui exerce ses droits pour choisir un gouvernement, mais c'est aussi, et ça Hobbes le disait déjà, c'est un sujet qui a calculé, c'est un sujet de calcul qui a fait le choix qu'il aurait intérêt à abandonner ses droits naturels pour être protégé par le souverain. Et puis, avec le développement de l'économie, et notamment ce qu'on a connu ces 50 dernières années, il y a cette idée qu'il y a une raison économique qui participe au contrat politique, ce qui fait dire d'ailleurs à Foucault cette phrase extraordinaire d'un Âne secret, où il dit qu'est-ce que c'est que le libéralisme et le néolibéralisme? C'est l'art de gouverner à la rationalité des gouvernés. Donc, les gouvernants doivent s'ajuster à la rationalité et à la capacité de calcul de leurs gouvernés, des gouvernés. À quoi assiste-t-on aujourd'hui? Eh bien, on assiste finalement, on se dégage de tous ces modèles vers un nouvel échange entre le pouvoir et les sujets. C'est-à-dire que, comme j'ai tenté de le montrer par cette forme de vérité, ce nouvel art de gouverner s'appuie sur le désir et sur la libido satisfaite, on pourrait dire. Et ça fait penser, moi je relis beaucoup des gens de l'école de Francfort, je lis beaucoup des gens bien sûr, Marcuse. Je pense que L'homme unidimensionnel est un livre remarquable et que je l'avais lu quand j'avais 20 ans, mais aujourd'hui, Eros et civilisation, L'homme unidimensionnel, ce sont des livres absolument superbes. Qu'est-ce que dit Marcuse? Marcuse dit, le contrôle ne va plus se faire par la menace, par la terreur, mais le contrôle va se faire par la désublimation. C'est ce qu'il appelle la désublimation répressive. Et donc, aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est finalement de même nature et qu'il a
qu'il a déjà décrite avant même, alors qu'il parlait de la société industrielle américaine. C'est-à-dire que c'est le levier, ce désir d'une vie intensifiée, d'une vie commode, d'une vie à la fois intérieure et hors du monde, est le levier qui va permettre au pouvoir de s'exercer sur nos vies. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une altérité contraignante de la loi ou des normes, mais on est au contraire dans une indissociation, et peut-être indissociabilité d'ailleurs, de nos désirs et du pouvoir. Ce qui était tout à fait différent de la configuration où le désir et la loi et le pouvoir étaient en conflit permanent, qui était le grand thème de 68 et de bon. Et donc, ça veut dire que, si on va plus loin, la subversion du sujet de droit par le sujet pulsionnel s'opère à l'intérieur même des sujets. C'est-à-dire que l'homme numérique se dépolitise lui-même par son désir de confort, par la loi de commodité. Il fait le travail d'asservissement de lui-même, à son confort, il le fait tout seul. Donc on assiste à un désarmement intérieur dont on n'a pas nécessairement conscience. Et c'est une frappe d'ailleurs, c'est le niveau d'inconscience, les mêmes qui vont défiler de les manières les plus radicales, se précipitent sur leur ordinateur, sur leur portable, se coordonnent, etc., sans jamais voir la contradiction, sans jamais voir que le grand perdant de ces tensions, c'est le sujet de droit. C'est le sujet conscient de lui-même et conscient dans l'autonomie des Lumières, finalement, qu'il s'est fixé une loi, mais que cette loi sera aussi dure et impitoyable à suivre que la loi transcendante. Donc, il y a le désir n'est pas un sentiment moral, à la différence du calcul de l'honneur ou de la vertu. Il se rapproche plus de la terreur, il se rapproche plus de la peur d'ailleurs, c'est plus l'antonyme de la peur que de la vertu, et c'est l'apport d'entrée, non pas d'une répression, mais d'une aliénation de sa vie, insensible, et qui est, à mon avis, ce sur quoi il faut s'interroger. Il faut s'interroger parce que je suis frappé, je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, je suis frappé de la faiblesse de la critique actuelle. J'entends de la critique politique actuelle vis-à-vis du numérique. Faiblesse parce que le discours le plus récurrent, c'est une dénonciation de la surveillance, et c'est un discours qu'on pourrait résumer assez rapidement en « foutez-moi la paix ». Ne me surveillez plus. Ne me surveillez plus et laissez-moi dans mon individualité, laissez-moi jouir de cette absence au monde que me permettent les instruments numériques. Et dans ce sens-là, je trouve cette critique extraordinairement pauvre. Extraordinairement pauvre, pourquoi ? Et il faut l'argumenter, je terminerai là-dessus. C'est-à-dire, et là je prendrai mes distances à l'égard de Foucault, parce que Foucault, en quelque sorte, voyait, à force de voir le pouvoir partout, en quelque sorte, sans pouvoir s'en tirer trop sur le mot, il y a quelque chose qui n'est plus spatialisé, quelque chose qui n'est plus local dans la conception du pouvoir de Foucault. C'est-à-dire que comme le pouvoir n'a pas de siège quelque part, mais qu'il est partout, on est même dans un rapport de pouvoir à l'égard de soi à soi. Parler, c'est déjà se contraindre, etc. À force d'être partout, il est nulle part, et ça donne finalement un paysage politique aujourd'hui, au sens de l'argumentaire, où
il y a une dénonciation commune, il y a une détestation de l'État unanime. Quand je disais le logos et le praxis se détacher du monde, c'est aujourd'hui, il y a ce souci très très grand, un désir de pureté très très grand qui s'exprime dans les réseaux sociaux. Et la pureté, c'est de ne pas être associé à l'État, ni aux institutions. Mais par contre, d'être envahi à ce point par les réseaux sociaux, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une aliénation. Et ce qui est une contradiction, parce que il me semble qu'aujourd'hui, la question est de nouveau posée. La question est de nouveau posée, c'est-à-dire, est-ce que la vérité de la politique, le fond, la base continue de la politique, c'est pas la force des citoyens réunis pour faire face à l'adversité et maîtriser les pouvoirs qui les aliènent. Et peut-être que c'est dans cette force des citoyens réunis, dans ce qu'on appelle la politique, donc dans quelque chose qui fait sortir de soi, que l'on pourra avancer. Et la réponse que fait Habermas me fait beaucoup réfléchir. Habermas répond à Foucault dans Morale et politique, c'est un vieux texte, un texte il y a déjà une vingtaine d'années. Il dit, mais Foucault, il a radicalisé finalement l'individualisme, et je le pense profondément d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis frappé de ce que les critiques politiques à l'égard de ce que je viens de décrire sont des critiques qui sont toutes basées sur l'individualisme. Un individualisme souvent vide, hein, mais elles sont basées dessus. Et la réponse d'abord, c'est de dire non, il y a un moment indépassable, constitutif, constitutionnel, donc institutionnel de la modernité. Et vouloir s'en émanciper, c'est oublier le sujet de droit, c'est oublier le droit, tout court, c'est oublier ces fictions qui nous font vivre et après lesquelles nous courons, j'allais dire. Et il me semble que dans ce monde sans extériorité, un monde qui repose entièrement sur une perspective machinique, programmatrice, que j'ai voulu détailler, eh bien, c'est dans cet univers sans extériorité, il ne peut pas y avoir de loi. Le lieu de la loi, avec un L majuscule, c'est ce qui donne une configuration au monde. Et c'est ce qui nous permet de vivre, à mon avis, les uns avec les autres, et de se méfier de progressismes qui n'en sont pas. Il ne faudrait pas refaire l'histoire de Montesquieu et de Polybe en repartant par le début, c'est-à-dire par la terreur et la peur. Merci. Alors, il faut mettre ton micro. Micro. J'ai un souci. Tu me vois? Oui, je te vois. Ah, tu m'entends aussi alors? Oui, je t'entends aussi que tu ne mettais pas ton micro. Non, non, c'est parce qu'il y avait le garçon qui s'occupait n'avait pas encore autorisé la réouverture personnelle des micros. C'est pas grave, c'est fait. Voilà. Il était un vigile important. Voilà. Écoute, d'abord, merci. Merci, c'était vraiment formidable. C'était une description du paysage dans lequel nous sommes là. Vraiment, c'était un vrai bon moment pour la pensée et pour l'interrogation et la mise devant un certain nombre d'enjeux en effet cruciaux. Je vais laisser de toute façon la parole à un certain nombre de gens, mais deux choses je retiens sur lesquelles il faudrait essayer de travailler encore plus avec les instruments qu'on a de possible ou pas de penser. D'abord,
la place de l'archaïque. Je veux dire la naturalité de l'archaïque. La naturalité de l'archaïque, c'est-à-dire ce que Freud, Mélanie Klein, Winnicott identifient dans le passage de la naissance au début du sujet humain. Ces moments-là, ce que Mélanie Klein appelle les moments schizo-paranoïdes, etc., etc. Hein, le pulsionnel dont tu parles. Ça, c'est un intangible pour l'instant. C'est-à-dire que tu peux pas. Je ne sais pas si les utérus artificiels changeraient la chose, mais en tout cas, dans la situation présente dans laquelle nous sommes, c'est un roc, cet archaïque. Or, c'est comme si cet archaïque-là était un producteur, quelque chose de cet archaïque-là était producteur de ce mouvement que tu décris, et qu'en même temps, il est la seule résistance à ce mouvement que tu décris. Ça, c'est une chose à creuser, comme ça. La deuxième chose, il y a une espèce d'amplification de cet archaïque. Amplification de cet archaïque qui entraîne un processus décivilisateur en aller-retour et en va-et-vient qui s'accélère. Et puis, il y a ce que tu dis de la littéralité qu'induit et qu'installe complètement le dispositif qui se met en place. Or, cette littéralité, cette absence en fait de ce que dans la langue fait la métaphore ou la métonymie, cet arrangement des reliefs, cette ou quadridimensionnalisation des êtres, dans la mise à plat. Je veux dire, c'est exactement les symptômes dynamiques, si on le pense par la dynamique, de ce qu'est une psychose. C'est-à-dire, ce que tu es en train de décrire, c'est l'installation générique grâce à l'appareillage technologique d'un dispositif sociétal psychotique. Si tu me permets de parler aussi trivialement. Ça ne parle pas du psychose de l'individu au cas par cas, mais ça parle du générique. Et ça renvoie d'ailleurs à ce que tu dis pour la fin, c'est-à-dire le lieu de la loi, c'est ce qui donne une configuration au monde. Et ce qui est le problème de la psychose, c'est que justement, la loi, elle ne savent pas. La loi n'est pas connue. La loi subjectivante, elle n'existe pas chez le psychotique. Oui, vas-y. Oui, alors, oui, merci. Alors, moi, je dirais, mais c'est ma position de juge et disons que quand j'ai choisi de me confronter à la question de la violence, et j'allais dire plus profondément encore la question du mal. Parce qu'une société a besoin d'un système d'identification du mal. Ouais. Sans ça, elle ne s'en sort pas. Et c'est quelque chose qui est très nécessaire, autant qu'elle est difficile à accepter par le groupe social. Ce qui est très frappant, c'est que quand on dit le crime, c'est quelque chose qu'on peut prévoir ou c'est quelque chose qui est génétique ou qui est bon, on ne se pose pas la question du scandale de la violence, de l'énigme du mal. Et qui est indispensable pour une société. Et je crois que la place de l'archaïque, c'est la place de la violence. On travaille beaucoup avec Jean sur l'idée que le symbolique a profondément une partie liée avec la violence. Et que dans tout ce que j'ai dit, on va voir ressurgir une violence immaîtrisable. C'est ce sur quoi d'ailleurs Armut Rosa, dans son dernier bouquin, après Résonance, il a une très belle phrase. Il termine d'ailleurs, c'est assez pessimiste, c'est très, on voit une pointe de cette nostalgie, du romantisme allemand un petit peu, de dire, voilà, on a créé, on retrouve la même chose, ces immeubles, c'est-à-dire on a créé des instruments
et ces instruments nous emportent. C'est la crise de la culture pour Simmel. Et c'est, pour Rosa, c'est un peu la même chose, c'est dire la tempête sur les réseaux sociaux, cette sorte de déshumanisation que nous vivons, c'est pas le chaos primitif, c'est pas la foudre qui nous tombe dessus, ce sont nos propres instruments qui sont devenus fous et immaîtrisables. Et je crois que, donc oui, la présence, le caractère inéliminable de la violence et de l'archaïsme, et je crois que faire de la politique, pour moi, le politique, ce n'est surtout pas nier la violence, mais c'est œuvrer pour que la force travaille à sa propre neutralisation. C'est ça finalement ce qu'on peut attendre, de la politique. Et je crois qu'une société qui oublie cette réalité de la violence se condamne à un angélisme qui lui reviendra un jour en boomerang. Entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et je le vois travaillant, comme tu sais, avec des jeunes terroristes dans des programmes divers et variés, des groupes de parole en prison, etc. C'est très intéressant de voir à quel point ils ont ce littéralisme, cette interprétation des signes. C'est-à-dire, ils ont une sorte de logiciel intérieur qui va diviser le monde en deux et puis qui va ensuite surinterpréter les signes sans jamais prendre le temps du questionnement, de la délibération, d'essayer de comprendre ensemble, de définir un sens ensemble, qui est l'opération, comment dirais-je, qui est le b.a.-ba de la vie d'un groupe social. Donc oui, il y a… Alors, installation d'une psycho, je pense que c'est… quoi. Je ne suis pas dans la catégorie psychanalytique ou psychologique que je maîtrise mal, mais ce que je vois, c'est que j'assiste plus… J'ai l'impression qu'on assiste plus à une opposition qui était la vieille opposition que faisait Mauss et Davy, des gens autour de lui, qui était l'opposition entre la magie et la religion. Et Mauss disait, il y a la religion, finalement, son rôle, c'est d'élaborer ce sens des choses qui n'ont pas de sens et de le faire tous ensemble. Alors que la magie, c'est de l'ordre de la confrérie initiatique, c'est de ceux qui ont conféré un certain sens, mais qui ne communiquent pas, qui ne partagent pas avec les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un retour, je pense à QAnon, et je pense à tout ce complotisme ambiant, mais qui est tout à fait saisissant de notre propre société française. Je ne vais pas de voir le nombre de gens qui pensent que le 11 septembre a été fait par les Américains eux-mêmes, etc. Bon, il me semble qu'on a un retour de cette opposition entre, puisque la religion est défaillante, puisque la construction collective du sens par le politique est défaillant, eh bien, il y a un retour de la magie et du complotisme. Bon, je vous remercie tous. Merci à toi, Antoine,